des excuses ou le bannissement du mariage. Mes parents m'ont menacé. Ma sœur Harry, sans notre argent, elle n'est rien. Cette nuit-là, j'ai fui aux Maldives, gelant leur compte. Le lendemain, 69 appels manqués. Je m'appelle Manon Dubois, j'ai 32 ans. Et pendant des années, c'est sur moi qu'ils comptaient tous. J'étais le pilier, la sœur discrète qui payait les factures, la fille parfaite qui répondait toujours présente. Je faisais tout cela en espérant qu'un jour il me verrait vraiment. Mais le soir où ma mère m'a appelé pour me dire que j'étais banni du mariage de ma sœur à moins que je ne m'excuse, j'ai enfin vu la vérité. Pour eux, je n'étais pas de la famille. J'étais juste un compte en banque ambulant. Cette nuit-là, j'ai fait un choix qui a tout changé. Un choix qui a commencé par un vol aller simple et un plan pour leur couper complètement les vivres. Ils disaient que je n'étais rien sans leur argent. Alors, j'ai décidé de découvrir ce qui se passerait quand ils n'auraient plus rien sans le mien. On est en droit de se demander ce qu'il reste de la famille qu'on croyait connaître une fois que l'argent vient à manquer. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Mon appartement, qui me servait habituellement de refuge après une longue journée chez Horizon Finance, me semblait étouffant. Je suis allé à la fenêtre, fixant les lumières floues de Paris. La pluie tombait en une bruine froide et régulière, et j'avais l'impression qu'elle avait le dernier soupçon d'espoir qu'il me restait. L'incident auquel ma mère faisait référence s'était produit lors du dîner d'anniversaire de Chloé. Chloé avait organisé une énorme fête dans un restaurant italien branché de la banlieue parisienne. Elle exhibait sa nouvelle Audi et parlait d'un voyage à Saint-Tropez qu'elle planifiait. Ma mère l'adulait comme d'habitude. Quelqu'un a demandé comment Chloé parvenait à se payer tout ça et, sans réfléchir, j'ai plaisanté, elle est douée pour trouver des gens qui règlent la note. C'était censé être une pique légère, mais ça a touché une corde sensible. Le visage de Chloé est passé d'un sourire suffisant à une grimace. Ma mère m'a lancé un regard noir. Le reste du dîner a été rempli d'un silence gênant. Maintenant, ils exigeaient des excuses pour un commentaire qui n'était que la vérité. La vérité que j'avais passé des années à cacher. Mon esprit tournait à toute vitesse, repassant chaque exemple de leur sentiment de droit acquis. Il y avait la fois où j'avais payé l'opération cardiaque inattendue de papa, une réalité soudaine et terrifiante qui les avait mis au bord de la ruine financière. Ils avaient dit qu'ils me rembourseraient, mais ils ne l'ont jamais fait. La facture s'élevait à près de 7 500 €. Ensuite, il y avait les factures du ménage, celles qui disparaissaient mystérieusement de l'esprit de mes parents jusqu'à ce qu'ils reçoivent un avis de coupure. Je les payais discrètement chaque mois, parfois quelques centaines d'euros à la fois, pendant 5 ans. Le total dépassait les 11 000 €. Et puis il y avait Chloé. Son train de vie somptueux ne provenait pas d'une carrière réussie. Il était bâti sur les fondations de mon argent. Elle avait besoin d'argent pour une nouvelle garde-robe, pour ses dettes de carte de crédit, pour sa part du loyer. Elle était toujours sur le point de percer en tant que consultante en réseaux sociaux et j'étais la banque. C'était toujours quelques centaines par-ci, 1 000 € par-là. Cela semblait si peu à l'époque, juste une petite aide pour ma sœur. Mais quand j'ai fait le total dans ma tête, le chiffre m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre, plus de 14 000 €. Tout cela était un secret absolu pour son fiancé, David. Il pensait que j'étais juste un distributeur automatique qui fonctionnait à la culpabilité. J'avais toujours été si désespéré d'obtenir leur approbation, une miette de l'affection qu'ils prodiguaient à Chloé. J'espérais toujours qu'un jour ils verraient tous mes sacrifices et diraient enfin, « Manon, on te voit. On t'apprécie. » Mais ce moment au dîner et cet appel prouvaient que tous mes espoirs n'étaient qu'une illusion. Pour eux, je n'étais qu'un guichet automatique et maintenant ils étaient fâchés que mes blagues affectent leur capacité à retirer de l'argent. Cette pensée m'a noué l'estomac. Je me suis levé du canapé et j'ai commencé à faire les 100 pas dans le petit salon. La pluie dehors était incessante, tambourinant un rythme contre la vitre. Le bourdonnement de la ville en contrebas était un son lointain et lugubre. Toute ma vie, j'avais été la responsable. Celle qui travaillait dur, économisait de l'argent et soutenait tout le monde en silence. Et pourquoi? Pour être jeté comme un vieux journal. J'ai ressenti une montée de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la honte. C'était une colère froide et dure. Elle a commencé au fond de mes tripes et s'est propagée dans ma poitrine comme un feu qui brûlait toute la vieille douleur. Les larmes que je retenais depuis des années ont finalement coulé,
mais ce n'était pas des larmes de chagrin. C'était des larmes de rage. J'ai regardé mon téléphone à nouveau. L'écran affichait toujours le nom de ma mère. Tu es banni du mariage de ta sœur. Les mots résonnaient dans ma tête. D'accord, ai-je pensé, très bien, si c'est ce que vous voulez, je vais m'assurer que vous obteniez exactement ce que vous demandez, mais vous n'aurez pas d'excuses. Vous aurez quelque chose de bien, bien pire. Quelque chose qui vous montrera qui je suis et qui j'étais depuis le début. D'une main tremblante, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'allais pas seulement me bannir du mariage. J'allais disparaître complètement de leur vie. Mes doigts planaient au-dessus du clavier alors que je naviguais sur un site de réservation de vol. La première destination qui m'est venue à l'esprit était un endroit que Chloé avait toujours rêvé de visiter mais qu'elle ne pouvait jamais s'offrir, les Maldives. J'allais leur donner un avant-goût de ce qu'était vraiment une vie sans moi. Ma vengeance serait silencieuse et elle commencerait au moment où je quitterais le pays. L'horloge tournait. Je fixais l'écran, le curseur clignotant, un rappel minuscule et implacable du choix que j'étais sur le point de faire. L'heure sur mon ordinateur indiquait 23h41. Paris dehors était un flou endormi, mais mon esprit s'emballait. Je devais faire ça. J'avais besoin de faire ça. Mes mains tremblant encore légèrement ont saisi mes dates de voyage. J'ai réservé un vol au départ de Charles de Gaulle qui partait dans moins de 6 heures. Le billet coûtait une petite fortune, mais je m'en fichais. Pour la première fois, l'argent ressemblait à un outil pour ma liberté, pas une laisse me retenant à ma famille. J'ai fermé l'ordinateur et je me suis assise en silence un instant, le poids de mes décisions s'installant sur moi. Ce n'était plus seulement une question de mariage. C'était une question de reprendre ma vie en main. L'ironie de tout cela était presque poétique. Pendant des années, Chloé avait parlé de son rêve d'aller aux Maldives. Elle avait même créé un tableau Pinterest rempli de photos d'eau turquoise, de bungalows sur pilotis et de sable blanc immaculé. Elle m'avait demandé de l'aider à économiser pour ça, de participer à ses vacances de rêve. Bien sûr, l'argent que je lui donnais disparaissait toujours dans une nouvelle tenue ou un autre dîner chic. Elle n'est jamais allée aux Maldives. Et maintenant, j'y allais à sa place, utilisant l'argent que j'avais gagné pour trouver ma propre paix. Mon esprit est retourné à toutes ces années, tous ces accords tacites et ces sacrifices silencieux. J'ai pensé à la première fois où j'ai eu une prime à mon travail, un chèque de 1000 €. J'avais prévu d'acheter un nouveau canapé pour mon petit appartement, quelque chose qui le ferait ressembler davantage à un foyer. Mais ma mère a appelé. Elle avait besoin d'argent pour un nouveau chauffe-eau. L'ancien avait lâché et il ne pouvait pas se permettre de le réparer. Sans hésitation, je leur ai envoyé l'argent. Je n'ai jamais eu ce nouveau canapé. C'était toujours quelque chose. Une facture d'électricité, une réparation de voiture, un acompte sur un bateau qu'il voulait mais dont il n'avait pas besoin. La liste était interminable. Je me suis finalement levé du canapé. La première chose que j'ai emballée était mon ordinateur portable et mon chargeur de téléphone. Ensuite, je suis allé au classeur dans ma chambre. J'ai sorti une chemise cartonnée simple et j'ai commencé à la remplir avec chaque document financier que je pouvais trouver. Des relevés bancaires montrant tout l'argent que j'avais viré à Chloé et à mes parents au fil des ans. Des reçus pour les paiements de cartes de crédit et les factures de services publics que j'avais payées pour eux. La facture finale détaillée de l'intervention cardiaque de mon père. C'était un enregistrement tangible de toutes mes contributions invisibles. J'ai soigneusement placé le dossier dans mon bagage à main. C'était ma police d'assurance, ma preuve et mon arme silencieuse. Je suis ensuite allé à mon placard et j'ai sorti quelques affaires pratiques. Un maillot de bain, une paire de sandales, quelques robes légères. Je ne faisais pas mes valises pour des vacances. Je faisais mes valises pour une évasion. Mes mouvements étaient délibérés, presque robotiques. Je ne pensais pas à l'océan ou au soleil. Je pensais au soulagement que je ressentirais quand je serais à des milliers de kilomètres de tout ça. Je pensais à la façon dont leur monde parfait, bâti sur mon soutien silencieux, était sur le point de s'effondrer. Alors que je fermais mon sac, j'ai reçu un texto de Chloé, n'oublie pas d'appeler maman et de t'excuser. On ne veut pas rendre les choses gênantes avec la famille de David. Aucune mention de mes sentiments. Aucune préoccupation pour ce que je ressentais. Juste un ordre. Elle me traitait comme une employée qu'elle pouvait commander. Je n'ai pas répondu.
J'ai juste mis mon téléphone en silencieux et je l'ai rangé. J'ai attrapé mes clés et mon portefeuille et j'ai jeté un dernier regard à mon appartement. C'était calme, organisé et c'était le mien. L'endroit où j'avais travaillé sans relâche, économisé chaque euro et rêvé d'une vie que je ne pourrais jamais tout à fait avoir à cause des gens qui étaient censés m'aimer le plus. J'ai ressenti un pincement de tristesse, mais il a été rapidement remplacé par un sens du but. Ce n'était pas la fin de ma vie. C'était le commencement. Je me suis rendu à l'aéroport Charles de Gaulle. L'enregistrement a été flou. La file de sécurité, le numéro de porte, l'appel à l'embarquement, tout semblait surréaliste. En montant dans l'avion et en trouvant mon siège, j'ai sorti mon téléphone une dernière fois. J'ai vu quelques textos de ma mère demandant si j'avais déjà appelé Chloé. Je ne les ai pas ouverts. L'avion a décollé et j'ai regardé par le hublot les lumières de Paris se réduire à un patchwork scintillant en dessous. Je les ai regardées s'estomper jusqu'à ce que je ne puisse voir que l'étendue sombre et les étoiles au-dessus. L'air dans la cabine était frais et sec, et pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment seul, mais pas solitaire. J'étais libre. J'avais le contrôle. Et la vengeance était sur le point de commencer. Le vol a été long, un flou lent de films que je n'ai pas regardé et de café tiède. Mon esprit était en boucle constante, rejouant chaque moment de ma vie, chaque fois que j'avais été prise pour acquise. L'avion est descendu à travers les nuages doux, et le monde en dessous est devenu net. Un éparpillement de petites îles vertes entourées d'une eau si claire qu'elle ressemblait à une piscine, les Maldives. C'était encore plus beau que tous les tableaux Pinterest de Chloé réunis. En descendant de l'avion, une vague de chaleur m'a frappé, épaisse et humide, un contraste complet avec l'air frais parisien que j'avais laissé derrière moi. Mais c'était une chaleur accueillante. J'étais sur un petit hors-bord en direction de mon hôtel, et le vaste océan ouvert autour de moi ressemblait à une purification. L'eau scintillant de 1000 nuances de bleu et de vert, et pendant un moment fugace, j'ai juste ressenti un sentiment d'émerveillement. Puis le but de mon voyage m'est revenu en mémoire. La vengeance devait commencer. Je suis arrivé à mon bungalow sur pilotis et j'ai immédiatement posé mon ordinateur portable sur le petit bureau donnant sur l'océan. J'étais analyste financière de métier, donc c'était ma zone de confort. Des chiffres, des données et une logique froide et implacable. Mes mains bougeaient avec un rythme familier. D'abord, je me suis connecté à mon compte bancaire en ligne. J'avais déjà transféré la plupart de mes économies sur un compte séparé, mais il restait encore quelque chose à faire. La première était de geler complètement la carte de crédit partagée de mes parents qui était liée à la mienne. Je suis allé sur la page de sécurité du compte et j'ai cliqué sur geler. Une petite fenêtre a surgi pour confirmer et j'ai cliqué sur oui sans un moment d'hésitation. C'était fait. Ensuite, je me suis connecté au site web de leur fournisseur de services publics, EDF, Service des eaux. J'avais les numéros de compte et toutes les informations nécessaires mémorisées après des années à payer leurs factures. En quelques clics, j'ai annulé les prélèvements automatiques que j'avais mis en place pour leur gaz, leur eau et leur électricité. J'ai entré la nouvelle information, résiliation de services demandés. Tout était si simple, si calme et si dévastateur. Vint ensuite le tour de Chloé. Je me suis connecté à ses comptes de carte de crédit. Elle en avait plusieurs, tous avec des soldes élevés. Je les avais remboursés plus de fois que je ne pouvais compter. Je suis allé dans la section des utilisateurs autorisés et je me suis retiré des comptes. Plus de paiements d'urgence, plus de renflouement quand elle dépensait trop lors de ses voyages d'affaires à Saint-Tropez. Le soulagement était immense. Je savais aussi qu'ils utilisaient mon forfait téléphonique familial. Chloé et mes parents étaient sur un forfait partagé à mon nom. J'ai appelé le service client de l'opérateur et après avoir navigué dans un labyrinthe de menus automatisés, j'ai finalement eu un conseiller. Bonjour, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Je voudrais supprimer 2 lignes de mon forfait famille. La voix du conseiller était vive et joyeuse, un contraste frappant avec ma mission sombre. Certainement, madame. Puis-je avoir les numéros que vous souhaitez supprimer? J'ai débité les numéros de ma mère et de Chloé. La personne à l'autre bout n'a pas posé de questions. Elle a juste traité la demande. C'est tout bon, a-t-elle dit. Les 2 lignes ont été retirées de votre forfait. Ils devraient recevoir une notification sur leurs appareils bientôt. Un petit frisson m'a parcouru. J'imaginais Chloé et ma mère recevant ce SMS de l'opérateur. J'imaginais leur confusion,
leurs appels frénétiques l'une vers l'autre. Ce n'était pas une dispute de cris. Ce n'était pas une confrontation publique. C'était un acte de défiance silencieux et méticuleux. Ma vengeance était une série de mouvements bien planifiés sur un échiquier, et je venais de faire mes premiers coups. Avec tous les liens financiers officiellement coupés, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. L'air dans le bungalow semblait plus léger. Je suis sorti sur le petit balcon et je me suis assise sur une chaise, regardant les poissons nager dans l'eau claire en contrebas. Il était difficile de croire qu'il y a juste un jour, j'étais assise dans mon appartement parisien, mon monde ressemblant à une prison. Maintenant, j'étais au paradis et j'avais enfin le contrôle de ma propre vie. Le calme était profond, brisé seulement par le clapotis doux des vagues. C'était le calme avant la tempête. Je savais qu'il ne faudrait pas longtemps avant que les appels téléphoniques et les SMS ne commencent à affluer, et j'étais prête pour chacun d'entre eux. Le silence était magnifique. Le bourdonnement calme de la climatisation dans le bungalow, le clapotis doux des vagues juste sous mon balcon. J'ai fermé mon ordinateur portable, posé mon téléphone sur une table d'appoint, et pendant quelques heures merveilleuses, je n'ai pas pensé à ma famille du tout. Je suis juste restée assise là à regarder le soleil plonger sous l'horizon dans un éclat spectaculaire d'orange et de rose. Le monde semblait si vaste et si nouveau, et je me sentais si incroyablement petite, pourtant complètement en contrôle. Je me suis réveillée le lendemain matin plus reposée que je ne l'avais été depuis des années. J'ai pris le petit déjeuner sur ma terrasse privée, une assiette de fruits frais et une tasse de café noir. En mangeant, j'ai regardé quelques dauphins jouer au loin. La paix était surréaliste, presque écrasante. J'ai pensé au chaos qui se déroulait probablement à la maison, et une petite partie amère de moi a souri. C'était le calme avant la tempête. Je savais que les appels viendraient. Je ne savais juste pas à quelle vitesse ni avec quelle fureur. Ils ont commencé juste au moment où je me préparais à aller nager. Mon téléphone, qui avait été silencieux pendant des heures, a commencé à s'allumer. Le premier appel était de ma mère. Son nom a clignoté sur l'écran, une alerte rouge dans mon paradis paisible. Je l'ai laissé sonner et sonner, puis s'étaler sur la messagerie vocale. Une minute plus tard, un SMS est apparu, l'eau vient d'être coupée. As-tu oublié de payer la facture? Appelle-moi immédiatement. Mon cœur battait un peu plus vite. Ça commençait. J'ai ressenti un mélange d'exaltation et d'effroi. Je devais me rappeler que c'était pour mon propre bien, pour ma propre liberté. J'ai mis le téléphone sur un réglage différent pour que les appels ne fassent aucun son et j'ai juste regardé l'écran. Les appels et les textos ont commencé à arriver en rafale. L'écran s'illuminait avec le nom de ma mère encore et encore. Puis le nom de Chloé est apparu. Je pouvais presque entendre le son frénétique et aigu de sa voix. L'un après l'autre, les appels et les messages arrivaient. Le courant vient de sauter. Qu'est-ce que tu as fait, Manon, disait le message de ma mère. Ma carte vient d'être refusée. C'est un cauchemar. Je suis à la caisse et j'ai tellement honte. Règle ça tout de suite. C'était de Chloé. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste regardé les chiffres s'empiler sur mon écran de verrouillage. Les chiffres sont devenus un jeu, une sorte de tableau de score étrange. Un appel manqué de maman, 3 de Chloé, un autre de mon père. Le nombre montait de plus en plus vite. J'ai besoin d'argent maintenant, Manon. Mon vol pour nos vacances en famille est dans 2 jours, et les billets ne vont pas être maintenus. Le message de Chloé était rempli d'émojis qui hurlaient la panique. C'était l'une des nombreuses choses dont elle n'avait jamais eu à se soucier parce que j'étais toujours là pour gérer la logistique et les coûts. Je regardais les notifications s'empiler sur l'écran, témoignage de l'effondrement d'une famille. Une minute c'était le nom de ma mère, la suivante c'était celui de Chloé. J'avais l'estomac noué, mais je refusais de répondre. Je savais que si je le faisais, ils retourneraient juste à leurs vieilles habitudes. Ils me manipuleraient avec la culpabilité et je tomberais encore dans le panneau. Le cycle devait être brisé et c'était la seule façon de le faire. J'ai placé le téléphone face contre terre et j'ai pris une profonde inspiration. J'ai descendu le petit escalier de ma terrasse vers l'océan. L'eau était chaude et invitante. Je suis entré lentement, laissant le courant doux me laver. L'eau semblait si différente de l'océan froid et gris de la Manche ou de l'Atlantique. C'était pur, chaud et purifiant. Pour la première fois de ma vie, je ne portais pas le poids des fardeaux financiers de ma famille.
l'eau ressemblait à une libération physique, un baptême vers une nouvelle vie. J'ai passé l'heure suivante à nager et à profiter de la sérénité. Le téléphone était toujours sur la table dans mon bungalow, face contre terre. Je savais qu'il vibrait probablement avec plus d'appels et de textos. Quand je suis finalement sorti de l'eau, rafraîchi et calme, je me suis séché et j'ai remonté les escaliers. J'ai hésité un instant avant de prendre mon téléphone. Je me suis préparé au pire, mais ce que j'ai vu sur l'écran était exactement ce que j'avais voulu depuis le début. Le décompte total était à 69 appels manqués et 132 nouveaux messages. Je n'avais jamais ressenti autant de pouvoir et de paix en même temps. La tempête chaotique que j'avais déclenchée faisait rage, et je me tenais dans l'œil du cyclone, complètement sereine. Je savais qu'ils essaieraient de me joindre par tous les moyens possibles, mais ils avaient fait leur choix, et j'avais fait le mien. Le téléphone avec son écran silencieux et colérique gisait sur la petite table de chevet comme un trophée. Je l'ai finalement rangé, non pas parce que j'avais peur de ce qu'ils diraient, mais parce que j'avais fini de jouer à leur jeu. Mes jours aux Maldives n'étaient pas des vacances traditionnelles. C'était une retraite de travail. Je passais mes matinées sur le balcon, le soleil chaud sur ma peau, et le bruit doux des vagues fournissant un fond parfait pour le travail que je faisais. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à construire les vraies preuves. Les preuves qui parleraient d'elles-mêmes le moment venu. Mon esprit était un piège d'acier quand il s'agissait de chiffres, une compétence que j'avais perfectionnée durant mes années d'analyste financière. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul, une toile blanche attendant d'être remplie avec l'histoire de l'exploitation par ma famille. J'ai commencé au début, mes premiers souvenirs d'être leur soutien financier. Tout a commencé si innocemment, si lentement. Mes parents m'avaient dit qu'ils avaient du mal à payer leur prime d'assurance santé. Ils approchaient la soixantaine et ils m'ont dit que c'était un fardeau inattendu. C'était quelques centaines par-ci par-là, une faveur d'une fille aimante. Ça s'est accumulé rapidement. J'ai trouvé le premier virement bancaire que je leur ai fait depuis mon compte courant, une petite transaction remontant à 2018. Je l'ai tapé dans la feuille de calcul, une date et un montant en euros. Ensuite, je suis passé aux plus grosses choses. La plus grosse, bien sûr, était l'intervention cardiaque de mon père. La sécurité sociale et la mutuelle avaient couvert une partie, mais il restait une part significative, un montant qu'ils ne semblaient tout simplement pas pouvoir réunir. Ils m'avaient appelé, le cœur brisé, me disant qu'ils étaient sur le point de perdre leur maison s'ils ne pouvaient pas trouver l'argent. Je leur avais viré chaque centime de mon fonds d'urgence. J'ai sorti le reçu du virement et j'ai tapé la date et le montant exact, 7 500 €. J'avais l'impression de revivre le moment. Je me souviens du soulagement dans la voix de ma mère, la gratitude qu'elle exprimait, que je savais maintenant n'être qu'une performance temporaire. Je me souviens qu'elle m'avait dit, « Manon, tu as sauvé la vie de ton père. » Et ils n'en ont plus jamais parlé. C'était comme si ce virement de 7 500 € n'avait jamais eu lieu. Venaient ensuite les charges. Pendant 5 ans, j'avais été leur bienfaitrice secrète. Chaque mois, une facture apparaissait dans mes emails, un rappel automatique que je devais payer leur eau, leur électricité, leur gaz et leur câble. J'ai fouillé mes archives emails, trouvant chaque reçu numérique, chaque numéro de confirmation. J'ai tout ajouté à la feuille de calcul, créant un total cumulé. C'était bien plus de 11 000 €. C'était l'argent qu'ils auraient dû économiser pour leur retraite, pour leur propre tranquillité d'esprit. Au lieu de cela, ils continuaient juste à dépenser. Ils vivaient une vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, tout cela parce que j'étais trop naïf pour dire non. Et puis il y avait Chloé. Ces dépenses étaient une catégorie à part, une toute autre bête. Elle avait toujours été l'enfant chéri, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Pendant que je luttais pour payer mes prêts étudiants et économiser pour un apport, elle achetait des vêtements de créateur et faisait des voyages somptueux. J'ai trouvé les virements bancaires que je lui avais envoyés pour son loyer, pour les mensualités de sa voiture, pour sa dette de carte de crédit toujours croissante. Elle promettait toujours qu'elle me rembourserait, mais elle ne l'a jamais fait. Le total venant d'elle seule dépassait largement les 14 000 €. La feuille de calcul commençait à ressembler à un audit financier complet de la dépendance de ma famille. Les chiffres me fixaient, froid et impitoyable. En compilant les données, je ne me sentais plus en colère. Je me sentais calme. C'était comme si j'assemblais un puzzle de ma vie que je n'avais jamais pleinement compris. Chaque ligne sur la feuille de calcul était un morceau de l'histoire, un fait silencieux et indiscutable.
J'ai tout imprimé, chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque email. J'ai tout organisé dans un dossier à l'aspect professionnel et soigné. C'était ma vérité, ma confession non écrite. C'était plus puissant que n'importe quel argument que je pourrais jamais avoir avec eux. Je savais que ce dossier serait ma réponse finale. Ce n'était pas juste une collection de chiffres. C'était un testament de mes années de sacrifices silencieux. C'était la preuve de leur sentiment de dû, un enregistrement physique du travail invisible que j'avais fait pour maintenir leur vie ensemble. J'ai fini d'organiser le document final, j'ai mis le dossier dans mon sac et je l'ai fermé. J'avais le soleil sur mon visage et le calme de l'océan devant moi. J'avais tout ce dont j'avais besoin, et j'étais prête à rentrer. Ma vengeance n'avait que quelques jours, et une partie de moi était encore sous le choc de tout cela. J'ai passé les quelques jours suivants aux Maldives, profitant du soleil et essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Mon téléphone était toujours éteint, mais je savais que le chaos se déroulait toujours. Je savais aussi que leur panique se transformerait finalement en colère et qu'ils commenceraient à essayer de me contacter par d'autres moyens. J'étais prête pour eux. Mais je n'attendais pas juste la tempête. Je m'y préparais. L'hôtel avait un centre d'affaires calme, et j'y passais quelques heures chaque après-midi, ma concentration aiguisée et mon esprit clair. J'avais déjà assemblé le dossier avec tous les documents financiers, mais je voulais faire plus. Je voulais assembler quelque chose qui ne laisserait aucune place au doute, une présentation de faits irréfutables. J'ai passé des heures à construire un tableau détaillé, un document vivant qui chroniquait chaque transaction financière, chaque cadeau, chaque prêt, chaque facture que j'avais payée pour ma famille. Le total était maintenant de 42 500 €. C'était tout là, noir sur blanc, un testament de mes années de sacrifices silencieux. J'ai tout imprimé et organisé proprement dans un dossier bleu vif. J'ai écrit le titre sur la couverture, le grand livre de la famille Dubois. C'était un petit détail, mais ça me donnait l'impression de reprendre le contrôle, comme si c'était moi qui étais aux commandes maintenant. Je n'étais plus la fille discrète et agréable. J'étais une analyste financière avec un plan. J'ai aussi passé du temps à contacter des gens que je savais pouvoir m'aider. La première personne que j'ai appelée était mon ami Julien Moreau. Nous étions amis depuis l'université et il avait toujours été mon rock. C'était un brillant avocat d'affaires et je savais que je pouvais lui faire confiance. Je lui ai fait un résumé rapide de ce que j'avais fait et il a écouté patiemment sans jugement. « Tu as fait ce qu'il fallait, Manon », a-t-il dit. « On profitait de toi. Légalement, tu es tranquille. Tu étais juste une citoyenne privée qui a décidé d'arrêter d'accorder des prêts. Tu n'es pas obligé de payer leurs factures et l'argent que tu leur as donné était un don. Ils n'ont aucun droit légal dessus. Et s'ils essaient de me poursuivre, ai-je demandé, ma voix un peu tremblante. Laisse-les faire, a-t-il dit. Je serai là pour te représenter. Ils bluffent juste. Ils essaient de te faire peur pour que tu recules. Ils te contrôlent par la culpabilité depuis si longtemps. Ils ne connaissent pas d'autre moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. Ces mots étaient comme un baume sur mon âme. Ils validaient mes sentiments et me donnaient le courage de continuer. Je savais que je faisais la bonne chose et maintenant j'avais quelqu'un qui assurerait mes arrières quoi qu'il arrive. J'ai aussi contacté ma patronne, Claire Mercier. J'avais beaucoup de respect pour Claire. Elle avait la soixantaine et avait bâti son entreprise à partir de rien. C'était une femme sans détour avec un cœur d'or. Elle était aussi mère et j'avais toujours admiré la façon dont elle gérait sa vie de famille. Elle était ferme mais juste. Je lui faisais une confiance aveugle. Je lui ai dit que je serais absente du bureau pour un petit moment et elle m'a soutenu. Je savais qu'elle était le genre de personne qui comprendrait ce que je traversais. J'ai passé les jours suivants au téléphone avec Julien, passant en revue chaque détail de mon dossier. Il était méticuleux et il m'a aidé à assembler un dossier complet qui incluait une chronologie détaillée, des copies de tous les virements bancaires et une liste de toutes les factures que j'avais payées. Il m'a même envoyé une copie d'un document juridique que je pourrais utiliser s'ils essayaient d'engager une action en justice contre moi. J'ai aussi passé du temps à travailler sur quelque chose qui était juste pour moi. Mon rêve était de faire une école de commerce et j'avais toujours voulu aller à HEC Paris. Mais j'avais repoussé ma candidature pendant des années, me disant toujours que j'étais trop occupé ou que je n'avais pas l'argent. Maintenant, avec tout l'argent que j'économisais, je savais que c'était possible. J'ai commencé à travailler sur ma candidature et j'ai ressenti un sens du but que je n'avais pas ressenti depuis longtemps.
C'était la première fois de ma vie que je faisais quelque chose pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Les jours aux Maldives passèrent vite et avant que je ne m'en rende compte, il était temps pour moi de rentrer. Je me sentais complètement différente. La femme qui était montée dans cet avion il y a quelques jours avait disparu. À sa place se trouvait une nouvelle personne, quelqu'un qui était prête à affronter le monde quoi qu'il arrive. J'avais trouvé ma force et j'étais prête à l'utiliser. Le voyage de retour ne ressemblait en rien au voyage aller. Sur le chemin des Maldives, je fuyais, mon esprit était une tempête de ressentiment et de tristesse. Maintenant je revenais, mais je ne fuyais plus. Je marchais vers une nouvelle vie. Le trajet en avion ressemblait à un tour d'honneur. J'étais reposé, bronzé et rempli d'une confiance tranquille que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'avais passé tant d'années à essayer d'être ce que tout le monde voulait que je sois. Maintenant, pour la première fois, j'étais juste moi-même. J'ai atterri à l'aéroport Charles de Gaulle et l'air frais et humide était un contraste frappant avec la chaleur tropicale des Maldives, mais ça ne m'a pas dérangé. Ça sentait la maison. J'ai hélé un taxi et donné mon adresse. Sur le chemin du retour vers mon appartement, je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme une personne différente, une étrangère dans ma propre ville. Je regardais par la fenêtre les rues familières, les cafés animés, les gens pressés, et j'ai ressenti un pincement de nostalgie pour la personne que j'étais avant. Mais le sentiment était fugace. Cette fille était partie, et je n'étais pas triste de la voir partir. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi a été de prendre une longue douche chaude. J'ai laissé l'eau laver tout le stress et la douleur que je portais depuis si longtemps. Ensuite, j'ai mis des vêtements confortables et je me suis juste assise dans mon salon, dans l'espace calme et vide qui était tout à moi. J'avais beaucoup à faire, mais je voulais prendre un moment pour savourer la paix. Le téléphone était toujours en silencieux, un petit rectangle sombre sur ma table basse. Je savais qu'il était probablement rempli de messages de ma famille, mais je n'étais pas prête à les affronter tout de suite. Je voulais faire les choses selon mes conditions. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et je suis allé à la salle de sport. Je me suis entraîné pendant 1 heure, sentant la brûlure dans mes muscles. Ça faisait du bien de me pousser physiquement, de me sentir forte et capable. Après ma séance, je suis rentré et je me suis fait un gros petit déjeuner. J'ai mangé lentement, appréciant chaque bouchée. Je ne me précipitais plus à travers la vie, je ne me faisais plus passer en dernier. C'était ma nouvelle norme. Après le petit déjeuner, j'ai finalement allumé mon téléphone. L'écran était un désordre chaotique de notifications. Il y avait quelques douzaines d'appels manqués et plus de SMS que je ne pouvais compter. Je les ai fait défiler rapidement. La plupart venaient de ma mère et de Chloé, remplis de colère, de confusion et d'un sens bizarre du droit. Tu as 2 jours pour réactiver les cartes de crédit ou on va rater le dîner de bienvenue des parents de David. Les services sont toujours coupés. As-tu une idée de combien ça va nous coûter pour remettre ça en route? Tu nous dois ça, Manon. Ce n'est pas un jeu. Tu es puéril. On a besoin de toi. Rappelle-nous maintenant. Je les ai tous supprimés sans une seconde pensée. Ce n'étaient que des mots sur un écran, et ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Je savais ce que je devais faire ensuite. J'ai appelé mon ami Julien, il a répondu à la première sonnerie, sa voix calme et rassurante. Manon, tu es de retour. Je me demandais quand j'aurais de tes nouvelles, a-t-il dit. Je suis de retour, ai-je dit. Et je suis prête. Je lui ai fait un résumé rapide de ce qui s'était passé. Il a écouté patiemment, prenant des notes. D'accord, a-t-il dit. Jusqu'ici tout va bien. Tu as tout fait correctement. Légalement, tu es intouchable. Ils n'ont aucun motif pour te poursuivre. Tu as payé leurs factures pendant des années, et maintenant tu as décidé d'arrêter. C'est un choix personnel. Ils ne peuvent pas te forcer à payer leurs dépenses. Et pour l'argent que je leur ai donné, ai-je demandé. Les 42 500 €. C'était un don, a-t-il dit. À moins que tu n'aies un document signé déclarant que c'était un prêt, tu ne peux pas le récupérer. Mais ils ne peuvent pas te forcer à payer quoi que ce soit à l'avenir. Ta rupture nette est exactement ce qu'il te fallait. Tu dois te rappeler, Manon, c'est toi qui as le contrôle ici, pas eux. Ces mots étaient une révélation. Toutes ces années, j'avais pensé que j'étais piégé, otage des besoins financiers de ma famille.
Mais les mots de Julien m'ont fait réaliser que j'avais toujours détenu le pouvoir. C'était moi qui avais l'argent. C'était moi qui pouvais partir. Je n'avais juste jamais eu le courage de le faire. Maintenant je l'avais. J'ai remercié Julien et j'ai raccroché. J'ai ressenti une vague de confiance. Je m'étais préparé pour ça depuis des années, même si je ne le savais pas. J'avais le savoir-faire financier, les conseils juridiques et la force émotionnelle pour tenir bon. Je n'avais rien à perdre et tout à gagner. Je n'étais plus la fille discrète et agréable. J'étais une force avec laquelle il fallait compter, et j'étais prête à les affronter, non pas comme une victime, mais comme une gagnante. Le jour suivant mon retour, je suis retourné travailler. En entrant dans les bureaux du cabinet financier du port, j'ai ressenti une pointe familière d'anxiété. Mon téléphone était sur silencieux et j'avais déjà supprimé les douzaines de SMS qui s'étaient accumulés pendant mon absence. J'étais prête à affronter le monde, mais je n'étais pas prête à affronter ma patronne, Claire Mercier. J'étais parti une semaine sans la prévenir. J'avais peur qu'elle soit fâchée, mais je savais que je devais l'affronter. C'était une femme directe, mais elle était aussi juste, et je savais qu'elle comprendrait. Je suis allé à mon bureau et elle était déjà là, une tasse de café à la main. Elle m'a regardé, un sourire sur le visage. « Manon, tu es de retour. Je me demandais quand je te verrais, a-t-elle dit. Tu as l'air reposé. La pause t'a fait du bien. » J'ai senti un sentiment de soulagement m'envahir. « Merci, Claire, ai-je dit. J'en avais besoin. »« Bien, a-t-elle dit. Je suis contente que tu aies pris du temps pour toi. Tu as trop travaillé. Ton équipe t'a manqué, mais ils se sont débrouillés très bien. Tu as de bonnes personnes qui travaillent pour toi. » J'ai souri. « Je sais, ai-je dit. Ce sont les meilleurs. » Nous avons parlé quelques minutes du travail et puis elle m'a regardé avec une expression sérieuse. « Manon, a-t-elle dit, je sais que tu traverses des choses difficiles. Je ne suis pas télépathe, mais je suis dans ce métier depuis longtemps, et je sais quand une personne porte un lourd fardeau. Je suis là pour toi si jamais tu as besoin de parler. Ma porte est toujours ouverte. » Ces mots étaient un réconfort. J'ai senti une boule dans ma gorge. J'avais toujours admiré Claire, mais je ne l'avais jamais vraiment connue. C'était une personne privée, et elle gardait sa vie personnelle séparée de sa vie professionnelle. Mais ces mots étaient une bouée de sauvetage. Elle me tendait une branche d'olivier, une invitation à une amitié dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Plus tard ce jour-là, j'ai pris une pause et je suis allé à son bureau. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis assise sur la chaise en face d'elle. J'ai pris une profonde inspiration. « Claire, ai-je dit, je ne sais pas par où commencer. » Elle a souri. « Commence juste par le début. J'ai tout mon temps. » Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de ma famille, de ma sœur Chloé, des années d'abus financiers. Je lui ai parlé du mariage, de l'appel téléphonique et de ma décision de partir. Je lui ai parlé des Maldives, de mon plan et du dossier rempli de reçus et de relevés bancaires. Je lui ai parlé des 69 appels manqués et des centaines de SMS. Je lui ai parlé de la douleur, de la colère et du sentiment de libération que j'ai ressenti quand je les ai enfin coupés. Elle a écouté patiemment, son expression mélangeant sympathie et respect. Quand j'ai fini, elle n'a rien dit pendant un long moment. Elle m'a juste regardé, une lueur de compréhension dans les yeux. « Manon, a-t-elle dit finalement, je suis tellement fière de toi. Ce que tu as fait a demandé un courage incroyable. La plupart des gens auraient juste continué à souffrir en silence. Mais tu t'es défendu. Tu as tracé une ligne dans le sable et tu as dit, plus jamais. Ça demande une force particulière. Je ne me sens pas forte, ai-je dit. Je me sens épuisée. Je sais, a-t-elle dit. Mais tu es de l'autre côté maintenant. Le plus dur est passé. Maintenant tu peux te concentrer sur la construction de ta nouvelle vie. Tu as déjà fait le plus dur. Tu t'es sauvé toi-même. Je pensais à ce que vous m'avez dit il y a quelque temps, ai-je dit, à propos de me faire passer en premier. J'ai travaillé sur ma candidature pour une école de commerce. J'ai toujours voulu faire HEC. Le visage de Claire s'est illuminé. C'est merveilleux. Je pense que c'est une idée fantastique. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Tu serais un atout pour n'importe quelle école de commerce.
Je vais même t'écrire une lettre de recommandation. Je voulais le faire depuis un moment maintenant. Je sais que tu vas être prise. Tu as ce qu'il faut. Tu es une battante, Manon. Tu ne l'as juste jamais su jusqu'à maintenant. » Ces mots m'ont rempli d'un sens du but et d'espoir. J'avais un plan, un système de soutien et un nouveau sens de ma propre valeur. J'avais toujours admiré Claire, mais maintenant je la voyais comme un mentor, un guide et une amie. Elle m'avait donné un cadeau qui avait plus de valeur que n'importe quelle somme d'argent. Elle m'avait donné le courage de croire en moi. J'avais beaucoup à faire, mais pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie. Je savais que ça irait. Les 2 semaines suivantes furent un étrange mélange de paix tranquille et de tension grandissante. Je suis tombé dans une nouvelle routine. Je me réveillais tôt, j'allais à la salle, puis je partais au travail. Au déjeuner, je prenais mon ordinateur portable dans un coin calme du bureau et je travaillais sur ma candidature pour HEC. Les questions semblaient différentes cette fois. Pas comme un rêve impossible, mais comme un objectif réel et réalisable. Claire était d'une aide immense. Elle passait à mon bureau et demandait comment avançait la candidature, offrant conseils et encouragement. Elle a même relu mes essais, son stylo rouge apportant de petites corrections qui faisaient toute la différence. Mon téléphone, qui avait vibré non-stop pendant des jours, est finalement devenu silencieux. Je ne les avais pas bloqués, mais ils avaient fini par comprendre le message. L'absence de textos et d'appels constants était sa propre forme de victoire. Je savais que le silence était temporaire. C'était le calme avant la tempête, mais je m'en fichais. J'étais prête pour tout ce qui viendrait. La paix a été brisée 3 jours avant le mariage. J'étais en pause déjeuner, mangeant une salade et travaillant sur ma candidature quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Mon cœur a sauté un battement, mais j'ai décidé de répondre. Une voix de femme, que je ne reconnaissais pas, a parlé à l'autre bout. « Bonjour, c'est Manon Dubois, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, sa voix un peu tremblante. « Oui, c'est moi, » ai-je dit. « Qui est-ce ? » « Oh, tu ne me connais pas ?» a-t-elle dit. « Je suis une cousine du fiancé de Chloé, David. Je m'appelle Anna. On s'est rencontrés au dîner de bienvenue de sa famille il y a quelques mois. Je suis vraiment désolé de te déranger, mais j'ai senti qu'il fallait que je t'appelle. » Un frisson m'a parcouru l'échine. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. « Eh bien, » a-t-elle dit, sa voix tombant dans un murmure. « La famille ne fait que parler. Tout le monde parle de toi. J'ai entendu ta mère et Chloé dire à tout le monde que tu es instable, que tu as fait une sorte de dépression nerveuse, et que tu t'es enfui sans un mot. Elles disent que tu essaies juste de gâcher le mariage parce que tu es jalouse. J'ai même entendu ta mère dire que tu mens à ta famille depuis des années, que tu disais être analyste financière, mais qu'en fait tu étais juste une assistante personnelle de luxe. » Mon sang s'est glacé. Elles essayaient de contrôler l'histoire. Elles essayaient de me peindre comme la méchante avant même que je puisse donner ma version. C'était un coup classique, et j'étais furieuse de ne pas y avoir pensé moi-même. J'avais été tellement concentrée sur mon propre plan que je n'avais même pas considéré qu'elles en auraient un aussi. « Merci de me le dire, » ai-je dit. Ma voix était calme, mais mes mains tremblaient. « J'apprécie vraiment. Y a-t-il autre chose que tu peux me dire ? » Juste qu'elles en parlent toutes, a-t-elle dit. Ta sœur dit à tout le monde que tu as toujours été jalouse d'elle, que tu n'as jamais été heureuse pour elle. C'est tellement manipulateur. Je voulais juste t'appeler et te dire qu'il y a des gens qui ne les croient pas. Je l'ai remercié à nouveau et j'ai raccroché. Ma salade était oubliée. Mon appétit avait disparu. J'ai ressenti une montée de rage si puissante que j'ai dû fermer les yeux et prendre une profonde inspiration. Elles essayaient de ruiner ma réputation, de faire de moi un monstre. Elles essayaient de retourner tout le monde contre moi pour que quand je dirais enfin la vérité, personne ne me croie. Mais je n'allais pas les laisser s'en tirer comme ça. Ce n'était plus juste une bataille silencieuse. C'était une guerre publique. Elles avaient choisi leur arme, et maintenant je choisirais la mienne. J'avais un plan, et j'avais un dossier rempli de reçus et de relevés bancaires. Je connaissais la vérité, et j'allais m'assurer que tout le monde la connaisse aussi. Le lendemain, j'ai pris ma journée. Je suis allé faire les magasins. Je n'ai rien acheté de cher ou d'extravagant. J'ai juste acheté une belle robe simple. Elle était d'un bleu saphir profond et avait une coupe simple et élégante.
J'ai aussi acheté une petite pochette et une paire de chaussures assorties. Je ne m'habillais pas pour un mariage. Je m'habillais pour une guerre. La veille du mariage, j'ai reçu un texto de ma mère. Manon, tu es ridicule. Nous sommes en route pour Paris pour préparer le mariage. S'il te plaît, appelle-nous. On doit parler. C'est ta dernière chance. J'ai supprimé le message sans une seconde pensée. Elle ne venait pas pour parler. Elle venait pour me donner un ultimatum. Je n'allais pas être là pour l'accepter. Au lieu de cela, j'ai pris la journée pour me préparer. J'ai repassé ma robe, ciré mes chaussures et me suis assuré que mes cheveux et mon maquillage étaient parfaits. Je n'allais pas juste me pointer au mariage. J'allais faire une entrée. J'allais leur montrer que je n'étais pas la personne brisée et instable qu'elles avaient décrite. J'allais leur montrer que j'étais forte, capable, et que j'avais fini d'être leur victime. J'ai gardé la tête haute et j'ai franchi la porte. Mon dossier était dans ma main, et mon cœur battait dans ma poitrine. Je savais que j'étais sur le point d'affronter le plus grand défi de ma vie, mais je n'avais pas peur. J'étais prête. J'allais au mariage et j'allais faire une déclaration. Et cette fois, ce ne serait pas une blague. L'air à l'intérieur de la salle de bal du Ritz Paris était épais de l'odeur des lys et de la vieille bourgeoisie. Des lustres pendaient du haut plafond, projetant une lueur dorée et chaude sur les tables parfaitement dressées. Tout le monde était sur son 31, leur rire et conversation formant un bourdonnement bas dans l'espace opulent. Je me tenais à l'entrée, un contraste frappant avec la scène festive. Ma robe bleu saphir était simple et élégante, mais je me sentais comme un fantôme. J'ai pris une profonde inspiration, serrant le dossier bleu simple dans ma main, et je suis entré. Les têtes se sont tournées. Les conversations se sont arrêtées. Ma mère a été la première à me voir. Ses yeux se sont écarquillés, un air de pur choc sur le visage. Sa main a volé à sa bouche. Elle a immédiatement commencé à chuchoter à mon père, qui s'est tourné et m'a regardé, une expression vide sur le visage. Chloé, debout à l'autel dans une robe blanche éblouissante, m'a vu. Le sourire suffisant qui avait été sur son visage toute la soirée a disparu, remplacé par un air de pure panique non dissimulée. Elle a commencé à chuchoter à son fiancé, David, qui s'est tourné et m'a regardé, une expression confuse sur le visage. Je n'ai salué aucun d'eux. J'ai juste marché droit vers l'avant de la salle, mes talons claquant sur le sol en marbre, le son résonnant dans le silence soudain. Je sentais milieu sur moi. Je m'en fichais. Je continuais juste à marcher, la tête haute. J'ai finalement atteint l'hôtel et je me suis tenu là, à quelques mètres de David. Il m'a regardé, une question dans les yeux. « Manon » a-t-il dit, sa voix un murmure bas. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je ne lui ai pas répondu. J'ai juste regardé Chloé, qui tremblait maintenant, sa main agrippant le bras de David. « Chloé » ai-je dit, ma voix stable et claire, assez forte pour que tout le monde entende. Je sais qu'on n'a pas été en très bons termes ces derniers temps. J'ai été un peu préoccupé. Je voulais juste venir ici et te donner un cadeau de mariage. C'est un peu non conventionnel, mais je pense que c'est quelque chose que toi et David pourrez tous les deux apprécier. J'ai tendu le dossier bleu à David. Il l'a pris, ses yeux passant du dossier à moi. Un air de pure confusion sur le visage. Il l'a ouvert et ses yeux ont scanné la première page. Son visage est devenu pâle. Il a regardé Chloé, un air de trahison dans les yeux. Le visage de Chloé était blanc. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, sa voix un grognement bas. « C'est un grand livre, ai-je dit. De tout l'argent que j'ai donné à ta nouvelle famille. Le total est de 42 500 €. C'est tout là, noir sur blanc. Chaque euro, chaque facture, chaque fois que j'ai payé pour une voiture, une réparation, une virée shopping, un voyage à Saint-Tropez. » Un hoquet de surprise a traversé la foule. Les yeux de David se sont écarquillés. Il a regardé Chloé, un air de pure trahison dans les yeux. « Chloé » a-t-il dit, sa voix tremblante. De quoi elle parle ? Le visage de Chloé était un masque de pure terreur. Elle m'a regardé et ses yeux étaient remplis d'une haine si intense qu'elle était presque palpable. « Manon, tu gâches mon mariage. » Elle a crié. « Tu es une menteuse. Tu es jalouse. Tu essaies de ruiner ma vie. » Ma mère est arrivée en courant vers l'hôtel, le visage tordu par la rage.
Manon, qu'est-ce que tu fais? Elle a hurlé. Tu nous fais honte. Sors. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, une force tranquille et inamovible. Je ne pars pas, ai-je dit. Pas avant que tout le monde sache la vérité. Je ne suis pas une menteuse. J'ai les reçus pour le prouver. Pendant des années, j'ai payé pour ta vie, Chloé. Pendant que tu prenais des vacances somptueuses et achetais des vêtements de créateur, je travaillais de job pour essayer de joindre les deux bouts. Pendant que tu planifiais ton mariage de rêve, je payais ta dette de carte de crédit. Je t'ai tout donné, et tout ce que tu m'as donné c'est un coup de pied dans les dents. Ce n'est pas de la jalousie. C'est une question de justice. La foule bourdonnait maintenant. Tout le monde parlait, chuchotait, pointait du doigt. David, le visage pâle, a laissé tomber le dossier et a couru hors de la salle. Chloé, avec un air de pure panique sur le visage, s'est tournée et a couru après lui, sa robe de mariée traînant sur le sol. Ma mère est restée là, la bouche ouverte, un air de pur choc sur le visage. Mon père est resté là à me regarder, le visage vide. Je les ai regardés et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti un sentiment de paix. J'avais dit ma vérité. J'avais tenu bon et j'avais gagné. Je me suis tourné et je suis sorti de la salle de bal, les laissant ramasser les morceaux de leur vie brisée. Les lustres scintillaient toujours. Les lys sentaient toujours bon, mais la magie avait disparu. J'avais fait ma déclaration, et cette fois c'était plus puissant que n'importe quelle blague. J'ai quitté le Ritz, laissant derrière moi la symphonie chaotique d'un mariage brisé. En prenant une profonde inspiration, j'ai senti l'air frais de Paris apaiser ma peau, mais à l'intérieur un feu faisait toujours rage. Je ne savais pas où j'allais. Je savais seulement que je ne pouvais pas retourner à mon appartement où un autre appel de ma mère ou de Chloé pourrait m'attendre. J'ai marché longtemps, errant dans les rues de Paris, essayant de trier mes pensées. Le calme de la ville après les cris et les hurlements du mariage était un soulagement. Je ressentais un sentiment de trouble en moi. Je venais de détruire le mariage de ma sœur et d'humilier mes parents devant leurs amis et leurs familles. Mais je ne ressentais aucun regret. Je ressentais un profond sentiment de paix. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais dit ma vérité et je n'en étais pas désolé. Je savais qu'ils essaieraient de riposter. Je m'étais préparé à ça. J'avais l'aide de Julien qui m'avait aidé à préparer tous les documents juridiques. J'avais le soutien de Claire qui croyait en moi. Et j'avais la preuve, le dossier bleu dans mon sac à main. J'étais prête pour le combat à venir. Je n'étais plus la fille effrayée et vulnérable qu'il croyait que j'étais. J'étais une femme qui avait trouvé sa force, et je n'allais pas les laisser me la prendre. J'ai trouvé un petit bar sombre et calme et je me suis assise au comptoir. J'ai commandé un verre de whisky et je l'ai siroté lentement, sentant sa chaleur se répandre dans mon corps. J'ai pensé à Chloé, à son visage quand David est parti. J'ai pensé à ma mère, à son visage, un mélange d'horreur et de haine. Je savais qu'elle ne me pardonnerait jamais, mais je n'avais pas besoin de leur pardon. Je n'avais besoin que de ma liberté. Alors que j'étais assise là à regarder dans mon verre de whisky, j'ai senti une tape douce sur mon épaule. Je me suis tourné et j'ai vu ma tante Suzanne, 65 ans, la sœur de mon père. Elle m'a regardé, un sourire chaleureux sur le visage. Manon, a-t-elle dit, je savais que tu étais là. Je te cherchais et je suis tellement fier de toi. Des larmes ont coulé sur mon visage. Ma tante Suzanne était la seule dans ma famille qui connaissait toute l'histoire. Elle était la seule qui était là quand mon père a eu son opération et elle était la seule qui m'avait demandé comment je pouvais me permettre de payer. Elle m'avait cru et ça signifiait plus pour moi que n'importe quoi d'autre. Elle s'est assise à côté de moi et nous sommes restés assises là en silence à regarder par la fenêtre. Elle n'a pas dit un mot. Elle ne m'a pas jugé. Elle était juste là et c'était tout ce dont j'avais besoin. Elle a pris ma main et l'a serrée doucement. Manon, a-t-elle dit, tu as fait la bonne chose. Tu t'es défendue. N'oublie jamais que tu as fait la bonne chose. Elle m'a regardé droit dans les yeux, son regard ferme. Ta mère et Chloé et même ton père ont répandu des rumeurs terribles sur toi disant que tu avais fait une dépression et que tu t'étais enfui. Mais ils avaient tort. Elle a serré ma main à nouveau. Tu as agi avec raison. Tu as rassemblé tes preuves. Tu t'es battu pour toi-même. Et tu as gagné. Elle m'a tout raconté.
Ma mère et Chloé disaient à tout le monde que j'avais fait une dépression nerveuse et que je m'étais enfui, que j'avais tout inventé pour gâcher le mariage de Chloé par jalousie. Elles essaient même de te poursuivre, a-t-elle ajouté. Mais ne t'inquiète pas. Je sais que Julien va t'aider, et je témoignerai pour toi. Je dirai la vérité. Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Elle a serré ma main une fois de plus. Tu n'es pas seul, a-t-elle dit. N'oublie jamais ça. Ces mots étaient une bouée de sauvetage au milieu d'une mer agitée. J'avais passé si longtemps à me sentir isolé, à avoir l'impression d'être la seule à voir ce qui se passait. Maintenant, assise dans un bar calme de Paris avec ma tante Suzanne, je ressentais un sentiment d'appartenance que je n'avais pas ressenti depuis des années. Nous avons parlé pendant des heures, sa voix une présence calme et rassurante dans la tempête chaotique de ma vie. Elle m'a raconté des histoires sur mon père, comment il avait toujours été un homme calme, facilement influencé par ma mère et Chloé. Elle m'a dit qu'elle s'était toujours inquiétée pour moi, mais qu'elle n'avait jamais su comment intervenir. J'ai essayé une fois, a-t-elle dit. J'ai dit à ta mère qu'elle t'en demandait trop. Elle m'a juste regardé et a dit, c'est ce que font les familles. Elles prennent soin les unes des autres. J'ai su à ce moment-là qu'elle ne verrait jamais ce qu'elle faisait. Elle était juste aveugle. J'ai hoché la tête, une boule dans la gorge. J'avais toujours espéré que ma mère verrait ce qu'elle faisait, qu'elle aurait une épiphanie et réaliserait qu'elle me faisait du mal. Mais je savais maintenant qu'elle ne le ferait jamais. Elle était trop perdue dans son propre monde de droits acquis pour voir la douleur qu'elle causait. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du bar et ensuite ma tante m'a ramené à mon appartement. Elle m'a fait un câlin et j'ai ressenti un sentiment de chaleur que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais enfant. Je n'étais plus seul. J'avais une famille et ce n'était pas celle dans laquelle j'étais né. C'était celle que j'avais trouvée. Les quelques mois suivants furent un flou de travail, de candidatures à l'école de commerce et de dîners hebdomadaires avec ma tante. Mon téléphone était silencieux. Il n'y avait pas d'appel, pas de SMS. C'était comme s'ils avaient tous disparu de la surface de la Terre. J'ai appris par tante Suzanne que David avait quitté Chloé et qu'elle était au plus mal. Elle avait perdu son travail et vivait chez mes parents qui luttaient maintenant pour joindre les deux bouts. Ils avaient même essayé de me poursuivre, mais Julien les avait stoppés net. L'argent que je leur avais donné était un don, et ils n'avaient aucun droit légal dessus. Ils avaient tout perdu, et je n'y étais pour rien. J'avais trouvé ma liberté et c'était une belle chose. J'ai travaillé plus dur que jamais au cabinet financier du port et Claire était une source constante de soutien. Elle m'a aidé avec mes essais et elle a écrit une lettre de recommandation élogieuse. J'ai soumis ma candidature à HEC et j'ai attendu. La lettre d'acceptation est arrivée par un après-midi froid de décembre. Je l'ai ouverte d'une main tremblante et quand j'ai vu les mots « Félicitations, vous avez été accepté », j'ai poussé un cri de pure joie. J'ai appelé Claire et elle était ravie. J'ai appelé Julien et il était enchanté. Et puis j'ai appelé ma tante Suzanne. Elle a répondu au téléphone à la première sonnerie et je lui ai annoncé la nouvelle. Elle a juste pleuré et je pouvais entendre l'amour dans sa voix. « Je suis tellement fière de toi, Manon », a-t-elle dit. « J'ai toujours su que tu pouvais le faire. » Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais un sentiment étrange m'a dit que je devrais. C'était mon père. Sa voix était fatiguée et vaincue. Il ne m'a rien demandé. Il a juste dit, « Manon, je suis désolé. » Il a dit qu'il avait regardé le grand livre que j'avais donné à David, et qu'il avait réfléchi à tout. Il m'a dit qu'il avait eu tort de laisser ma mère et Chloé me traiter comme elle l'avait fait. Il m'a dit qu'il était tellement désolé pour toute la douleur qu'il m'avait causée. Je sais qu'il est trop tard pour arranger les choses, a-t-il dit, sa voix se brisant. Mais je voulais juste dire que je suis désolé. Je ne savais pas quoi dire. Je l'ai juste écouté. C'était un homme brisé, une ombre de l'homme que j'avais connu autrefois. J'ai ressenti un pincement de tristesse, mais il a été rapidement remplacé par un sentiment de paix. Il avait finalement admis qu'il avait tort. Il avait finalement pris la responsabilité de ses actes. Ce n'était pas suffisant pour compenser toute la douleur qu'il m'avait causée, mais c'était un début. Je lui ai dit que je lui pardonnais et je le pensais. J'avais porté le fardeau de sa culpabilité pendant si longtemps et maintenant je pouvais enfin le laisser partir. Nous avons parlé quelques minutes de plus et ensuite nous avons raccroché. C'était la dernière fois que je lui parlerais. Aujourd'hui,
Un an plus tard, je suis assise dans un petit café à Paris, une tasse de café à la main. Je suis dans mon dernier semestre à HEC et je vis une vie que je ne pensais jamais possible. Ma famille est un souvenir lointain, une histoire que je me raconte quand j'ai besoin de me rappeler d'où je viens. J'ai trouvé ma liberté et c'est une belle chose. Je suis la preuve vivante que vous pouvez choisir votre propre famille. Vous pouvez choisir d'être un survivant, pas une victime. Vous pouvez choisir de vivre une vie de liberté, pas une vie de dette.